Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à la TFM. Bienvenue dans cette édition, le 20h, qui prend les couleurs de la campagne électorale démarrée ce dimanche par un déchaînement de violence. Le siège de Taxawu Sénégal violemment attaqué au petit matin de ce lundi. Le patron des lieux, Khalifa Sall, est furieux, vous le verrez. Des enquêtes sont diligentées pour situer les responsabilités sur ces faits survenus en début de campagne, annonce le ministère de la Justice. Après ces propos malencontreux, et c'est une litote que de le dire, Abbas Fall regrette ses mots et appelle au calme et à la sérénité. La tête de liste, selon la tête de liste départementale de PASTEF Dakar, son convoi a été violemment attaqué ce dimanche. Plusieurs de ses militants sont hospitalisés, victimes d'une violence inouïe. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique calme les ardeurs. Jean-Baptiste Tine réaffirme son engagement à veiller à la sécurité de tous. Le général appelle à la pondération pour une élection apaisée. La campagne bat son plein dans les territoires. Nous ferons le point du nord au sud. Nos invités ce soir pour débattre de cette actualité de Braise. Professeur Adjaratou Waha Aïda Ndiaye, directrice de l'ONG Partners West Africa Sénégal, et Abdou Fattah Fall, analyste politique. L'actualité, c'est aussi la crue du fleuve Sénégal. La situation s'améliore à Bakel. Les populations retrouvent un semblant de vie normale, mais ce n'est pas gagné, nous dira le journaliste Ibrahima Kamara qui revient de la zone. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. L'ivresse de la conquête fait surchauffer les esprits. Début de la campagne ce dimanche, un tourbillon de violence orale saccage le siège de Taxawu Sénégal, QG de la coalition Sams Kaddu. Plainte contre les auteurs plainte de Khalifa Sall contre les auteurs encagoulés. Khalifa Sall devant la presse furieux. Voici le reportage de Alassane Diop. 6 à Sacré-Cœur, le siège du parti Taxawu a été la cible d'attaque dans la nuit du dimanche. Si aucun blessé n'est signalé, des dégâts matériels ont été quand même notés, selon le chef du parti Khalifa Sall, qui parle d'actes criminels. Ce qui s'est passé est criminel. C'est criminel, et je pèse mes mots. Parce que dans cette maison, même si elle est un siège, il y a des personnes qui passent la nuit, qui dorment. Au moment des faits, ces personnes dormaient et on a incendié leur habitation. Qu'est-ce qui aurait pu se passer s'ils n'avaient pas fait preuve de diligence pour essayer de limiter les dégâts? Nous aurions connu encore une fois des dégâts humains. Le président de Taxawu a exprimé toute sa désolation. Il appelle tous les acteurs politiques à plus de retenue. C'est triste, c'est dommage que l'on puisse assister encore une fois à de pénibles spectacles. En tout cas, je suis très peiné par ce que j'ai vu, C'est la raison pour laquelle je voudrais en tout cas inviter les uns et les autres à plus de responsabilité, à plus de retenue. Khalifa Sall annonce par ailleurs qu'il déposera une plainte afin que les auteurs du forfait répondent de leurs actes. J'espère que les autorités étatiques auprès de qui nous allons nous tourner, puisque nous allons faire toutes les procédures juridiques et judiciaires normales, donc les autorités étatiques joueront leur rôle. Parce que nous ne pouvons pas laisser passer cette situation. Ce n'est pas possible. Une plainte sera déposée et nous allons demander à l'État de s'assumer. Un spectre de violence qui plane déjà sur la campagne, alors que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, appelait ce vendredi tous les acteurs politiques à éviter les dérives sur les paroles et sur les actes.
Et dans un communiqué, le ministre de la Justice constate des agissements et propos susceptibles de revêtir une qualification pénale pouvant exposer leurs auteurs à des poursuites. À cet effet, des enquêtes sont diligentées pour situer les responsabilités sur les faits survenus en ce début de campagne dans le département de Dakar. Après ces propos malencontreux, Abass Fall regrette ces mots. C'est le cœur qui a parlé. Je regrette ces propos, je les regrette pour mes partisans, a-t-il confessé dans une vidéo publiée cet après-midi. Selon lui, son convoi a fait l'objet d'une violente attaque. Plusieurs de ses militants ont été blessés, certains hospitalisés, étant victimes d'une violence inouïe. Néanmoins, cet épisode est derrière lui. Il appelle à la paix et à la sérénité pour que les élections se déroulent dans la sérénité conformément aux souhaits du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Avec nous sur ce plateau, l'analyste politique Abdou Fattah Fall. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une campagne électorale démarrée avec de la violence. Est-ce regrettable? Oui, naturellement. Bien évidemment, ça ne peut être que regrettable. Mais après, il faut peut-être se rappeler que au Sénégal, en général, dans un climat de campagne électorale ou même de pré-campagne, la violence est souvent invitée. Elle s'invite très souvent. La particularité cette fois-ci réside dans le fait que c'est peut-être un paradoxe. Autant la préparation vers les élections présidentielles passées a été très violente, autant la campagne a été apaisée. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pendant la campagne des présidentielles, il y a parce qu'il n'y a pas eu de violence. La violence, c'était de 2021 jusqu'à 2024. Alors, on arrive juste avant les élections que le président de la République prenne sur lui de faire une adresse à la nation pour demander à tous les acteurs de travailler à l'instauration d'un climat de paix. C'est là que l'on pourrait, par exemple, se désoler absolument de la sortie de piste de M. Abass Fall, il faut le dire, parce que ça, c'est une sortie de piste carrément. C'est un dérapage. Carrément, parce que vous ne pouvez pas... Vous êtes du parti au pouvoir, le président de la République, votre leader, fait une sortie. 72 heures après, dans les faits, vous prenez le contre-pied de cette sortie-là, c'est compliqué. Même si on ne peut pas oublier, encore moins occulter la provocation. Nous sommes d'accord. Mais c'est justement là où ils ont un challenge, les gens de PASTEF. Comment? Je m'explique. Les adversaires de PASTEF, pendant tout leur vécu, jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir, se sont évertués à les peindre comme des gens violents, à leur coller une étiquette de violence. Une fois parvenus au pouvoir, leur challenge numéro 1, c'est de restaurer la confiance, c'est de rassurer des populations. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les gens qui ont élu le président Diomaye, il y a une très grande majorité qui n'est pas de PASTEF, mais qui voulait tourner la page Benno, mais qui était un peu dans l'expectative. Et qui voulait le changement. Je veux vous redonner la parole. Professeur Adjaratou Waha Aïda Ndiaye nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le disiez, le message du président Bassirou Diomaye Faye est prémonitoire, finalement, quand on regarde ces violences. En tout cas, dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique appelle les acteurs à faire preuve de calme. Jean-Baptiste Tine reste mobilisé pour un scrutin apaisé. Synthèse de son communiqué avec Mamadou Gueye, et je vous redonne la parole tout juste après. Près de 48 heures après le début de la campagne pour les élections législatives du 17 novembre, et les actes de vandalisme commencent déjà. Des discours haineux qui ne cadrent pas avec les lois de ce pays. Face à ces violences constatées, le ministère de l'Intérieur réagit. Il appelle l'ensemble des leaders de partis politiques et de coalitions à faire preuve de calme, de responsabilité et de retenue. Il estime que le respect des valeurs démocratiques et du vivre ensemble est essentiel pour un processus électoral apaisé. En tant que garant de la sécurité, le ministère de l'Intérieur réaffirme son engagement à veiller à la sécurité de chaque citoyen tout au long de cette période. Dans ce sens, des dispositifs adaptés sont mis en place pour assurer la tranquillité et la sérénité de tous les Sénégalais. Enfin,
Le ministère appelle toutes les parties prenantes à adopter un discours apaisé et constructif pour contribuer à une campagne digne et exemplaire. Et à la suite de Jean-Baptiste Tine, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne également, a publié un communiqué. Des enquêtes sont diligentées pour situer les responsabilités sur ces faits de violence survenus en ce début de campagne. Professeur Adjaratou Waha Aïda Ndiaye, je le disais, peut-être que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait ces renseignements, ce qui a peut-être motivé son message pacifique tout juste avant de voyager. Bon, effectivement, il faut dire en fait que les campagnes électorales sont toujours entachées de violence au Sénégal. Ça a toujours été. En fait, toutes les élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, même sénatoriales, en général, c'est pendant les violences sont enregistrées pendant la campagne en pré-élection. Rarement pendant ni en post-élection. En général, les Sénégalais s'apaisent. Mais on sort aussi d'un contexte. Les tensions étaient très palpables, mais également, il faut dire qu'en juin 2023, nous poursuit jusqu'à présent, comme l'a dit tantôt M. Fattah. Il y a un traumatisme qui est resté, et à la perception en fait des Sénégalais sur la violence qui s'installe chez les jeunes, la polarisation, il faut le dire, un discours de haine, une adversité, une violence qu'on n'avait jamais vue, et les Sénégalais n'étaient pas connus assez violents, et c'est ce qu'on voit, et ça va crescendo. Et je pense que, comme vous l'avez dit tantôt, les autorités ont les informations, ils ont des statistiques, ils ont des renseignements, et la situation est tendue pas seulement au Sénégal, mais dans la sous-région et un peu à travers le monde. Et on a aussi l'impact, sans le dire, de l'utilisation des réseaux sociaux. Et les jeunes en consomment beaucoup. Et on dit la violence naît dans la pensée. Après, elle devient verbale et après, ça va physique. Et cette violence physique, c'est ce qu'on est en train de vivre. Il fallait l'arrêter depuis donc qu'elle commençait à être conceptualisée dans la tête. Et on a vu un enchaînement de communiqués. D'abord celui du ministère de l'Intérieur, suivi par le texte du ministère de la Justice pour des faits qui se sont déroulés, rappelons-le, la nuit dernière, au petit matin, on va dire en tout cas, le saccage du siège de Khalifa Sall. On a vu les déclarations malencontreuses regrettées, rappelons-le, par Abbas Fall. Est-ce que l'État aurait mieux fait de vite réagir, selon vous? Je pense que chacun a un rôle à jouer. Je pense que les chefs de parti ont le devoir, parce que le Sénégal est indivisible. Donc, quelle que soit leur appartenance politique, et quelle que soit en fait leur... parce que c'est une guerre de pouvoir, il faut le dire. Donc, quel que soit leur intérêt, donc placer l'intérêt des Sénégalais, de la population sénégalaise au-dessus de tout. Mais la société civile aussi, l'État a un rôle à jouer. Bien sûr. Je pense que l'État est en train de jouer son rôle, mais comme vous l'avez dit tantôt, il y a des alertes, il y a des indicateurs qui montraient que ce serait une campagne très très violente. Bien sûr. Mais j'entends presque pas la société civile. Il faut le dire quand même. Ça tombe bien, parce que Amnesty Sénégal de Seydi Gassama, donc lui, il dénonce naturellement cette violence. Il demande du même coup la libération de l'opposant Bougane Gueye Dany, qui sera jugé mercredi, rappelons-le. Écoutons Seydi Gassama. Le commissaire Keita a été entendu dans le fond par le juge d'instruction. Ses avocats ont introduit une demande de liberté provisoire. Et c'est non seulement un homme âgé, mais il présente toutes les garanties de représentation. Et donc, nous ne voyons pas pourquoi il devrait rester un jour de plus en détention. Et c'est pour cela que nous demandons au juge d'instruction, à qui revient aujourd'hui la décision de le libérer immédiatement, afin qu'il puisse participer à la campagne électorale avec sa coalition. C'est quand même quelqu'un qui a été investi par une coalition, et il serait injuste qu'on le retienne et qu'on l'empêche, n'est-ce pas, de faire sa campagne électorale. Donc, nous demandons sa libération immédiate, ainsi que de toutes les personnes qui sont détenues pour des délits liés à la liberté d'expression. Nous réjouissons que Ahmed Suzanne Camara ait été libéré,
nous demandons à ce que Bougane Gueye Dany et commissaire Keita le soient immédiatement. Nous voudrions également profiter de votre antenne pour condamner les actes de violence qui ont eu lieu hier dans le cadre de la campagne électorale et aussi condamner tout propos violent, tout appel à la violence, d'où qu'il vienne. Et nous voudrions vraiment demander encore une fois aux candidats d'être sereins, de créer un climat de paix. Seydi Gassama d'Amnesty Sénégal qui dénonce donc cette violence. Mais selon vous, professeur Ndiaye, la société civile n'est pas assez audible. Oui, assez audible parce que j'imagine que les partenaires n'ont pas assez soutenu, n'ont pas beaucoup soutenu les coalitions, donc les réseaux et les plateformes. Qui sont les partenaires? Les partenaires techniques et financiers en général. On a l'Union européenne, on a les Américains, on a la National Democratic Institute et d'autres institutions en général qui envoient des missions d'observateurs, mais avant, donc on a le projet EMAM aussi qui est financé par l'Union européenne et qui investissait beaucoup dans les violences pendant les élections. Et je pense que... Et ce n'est pas le cas pour ces législatives anticipées. Très timide. On a la plateforme Otujambo aussi, avec les femmes. Je pense que cette fois-ci, la société civile n'a pas eu les moyens qu'elle espérait pour pouvoir sensibiliser. Parce qu'il faut beaucoup de sensibilisation sur le terrain, mais également, il faut beaucoup de plaidoyer et d'advocacy, mais le temps était tellement court que j'imagine qu'elles n'ont pas eu, toutes ces plateformes, le temps de pouvoir mobiliser assez de fronts pour aller sur le terrain et sensibiliser pour éviter cette violence qui était très très perceptible. Et prévisible malheureusement. Dans tous les cas, les Sénégalais rejettent globalement cette violence. Est-ce qu'il faut saluer tout de même la réactivité, en tout cas ce soir, cet enchaînement de communiqués de l'État? Mais ce n'est pas étonnant parce que je ne sais pas si vous avez vu l'élément où Abbas était en train d'intervenir. Mais ses propos étaient quand même très 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 limites. Je me rappelle, il y a un peu plus de 2 ans, quand on préparait les législatives, il y a un député de Benno Bokk Yakaar qui avait tenu des propos similaires. Et c'était une levée de bouclier. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus grave que Abbas est supposé être beaucoup plus proche du centre de décision. Vous faites allusion au propos de... je pense qu'il s'appelle Dembourou Sow, qui avait demandé à ce qu'on prenne les machettes. Absolument, voilà. Absolument. Hier, Abbas a tenu un discours à peu près similaire. Tout à fait. Avec sa proximité avec des centres de décision de PASTEF. Et comme je disais tout à l'heure, dans l'imaginaire PASTEF enregistré comme un parti violent, mais c'était carrément à éviter. Maintenant, par rapport à l'État, vous savez, le filtre de parrainage, il est décrié, mais il est efficace quelque part. Parce que pour être sur les faits, si vous avez 47 listes, ça veut dire pendant 3 semaines, 47 itinéraires à sécuriser. Avant, pendant et après, alors que, il faut le rappeler, la police nationale est les maîtresses d'œuvre de l'appareil électoral, mais on décrit les agressions, etc. Mais ils disent tout le temps qu'ils sont en sous-effectif. Aujourd'hui, c'est encore pire. À ce propos, c'est important de signaler parce qu'on a écouté tout à l'heure Barthélémy Diaz, qui était de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu, annoncer en tout cas en déplacement à Tambacounda mercredi, jour de procès de Bougane Gueye Dany. Des dispositions à prendre également au niveau sécuritaire. C'est sûr que les gens qui y sont feront le maximum de leurs moyens. Mais encore une fois, ce n'est pas évident. 47 itinéraires par jour à gérer pour la police et par la gendarmerie. 41 listes. Oui, excusez-moi. Là, il faut quoi? Il faut, comme disait madame, que les gens, quelque part, reviennent à la raison et qui se disent qu'aujourd'hui, le Sénégal est cité depuis pas mal de temps comme un îlot de paix, un îlot de stabilité. C'est parce qu'il y a des gens dans toute l'histoire du Sénégal qui se sont investis pour mettre le Sénégal au-dessus de leur volonté propre, au-dessus de leur égoïsme. Et cela doit continuer ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on n'aura même plus besoin de faire des appels au calme, que tout se passera en paix. Mais ça passe nécessairement par un effort collectif, aussi bien individuel que collectif, pour arriver vers ça. On va prévenir, comme dit madame, on va aussi sévir, parce que c'est normal, parce qu'il y en a de ces groupuscules, il y en a de ces personnes qui ne peuvent trouver leur intérêt que dans un climat de violence. Ça aussi c'est une réalité, il faut trouver les moyens de juguler tout ça
Absolument, et pour passer à une autre étape. Oui. Parce que la vie de la nation aussi, ça doit évoluer, la nation doit évoluer. Oui, et effectivement, on aurait dû normalement en ce premier jour, en ce deuxième jour, parler de programmes et de propositions, mais malheureusement, on est là à parler de ces cas de violence. Et je le disais, Barthélémy Diaz annonce son déplacement mercredi à Tambacounda pour aller soutenir son collègue Bougane Gueye Dany qui sera jugé, vous le savez, là-bas à Tambacounda mercredi. Écoutons Barthélémy Diaz. Je voudrais aussi rappeler à l'endroit de l'opinion nationale et internationale que nous avons affaire à des manipulateurs hors pair. À l'heure où je vous parle, ils sont apeurés, mais je souhaiterais les rassurer. Il n'y aura aucune vengeance et il n'y aura aucun acte de représailles allant dans leur sens. Donc, qu'ils ne comptent pas sur nous pour venir les rejoindre dans leur jeu. Et je voudrais dire que ce qui va se passer éventuellement cette nuit ou dans les jours à venir, que personne ne cherche à nous indexer parce que, je le répète, la coalition Sàmm Sa Kàddu n'est pas dans la violence. Nous sommes aujourd'hui conscients que nous tenons le bon bout. Et rappelons-le, Abass Fall a regretté ses propos et qu'il appelle à la paix et à la sérénité et que désormais la vision 2050 sera, en tout cas son discours de campagne sera articulé autour de cette vision 2050. Rapidement sur ses propos, qu'est-ce que vous en avez pensé et en tout cas son mea culpa de ce soir? Je pense que, comme on le dit tantôt, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le mea culpa est très bien, mais il faut que ça soit suivi. Et il faut saluer aussi l'appel au calme et à la non-violence donc, de Barthélémy Diaz. Et également l'appel au calme et à la non-violence plutôt de Barthélémy Diaz, mais également de M. le Président de la République. Oui. Et je pense qu'il faut savoir raison garder. Comme M. Fatal a dit tantôt, le PASTEF a le devoir de redorer son blason. Parce que le PASTEF était perçu comme un parti à la limite terroriste. Il faut le dire, en un moment, c'était présenté comme ça. Et ils ont tout intérêt... Donc c'était des accusations. Oui, c'est pour ça que j'ai dit présenter. Ils étaient présentés, des accusations. Donc, ils ont tout intérêt, maintenant qu'ils ont le pouvoir, donc, à organiser des élections pacifiques. Parce que, aussi, il faut le dire, ils n'ont pas intérêt à être les premiers à organiser des élections entachées de sang. Parce que, malheureusement, il y a toujours eu des transitions, bien tendues, mais quand même sans effusion de sang. Oui, je reviens au message de Bassirou Diomaye Faye, parce que là, à froid, on peut enfin peut-être comprendre, parce qu'on s'est demandé c'était quoi la pertinence, parce que le message était relativement soporifique, mais là, avec le recul, on se dit quand même que le message, l'appel à la paix du président Bassirou Diomaye Faye prend tout son sens aujourd'hui. Exactement, exactement. Et c'est salutaire parce qu'il porte bien ses habits de président de la République. Il s'est détaché du parti dès les premiers jours et donc là, il est garant de la sécurité, de la stabilité et de la cohésion sociale. C'est pour ça que son message est salutaire. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'en fait c'est le parti PASTEF, c'est Monsieur le Président de la République. Bon, maintenant, le parti PASTEF qui est dirigé par Monsieur Ousmane Sonko, aujourd'hui c'est le parti PASTEF qui a intérêt à ne pas semer la violence et a commencé quand même, parce qu'aujourd'hui il faut dire que c'est le parti qui a commencé la violence. Et heureusement enfin, pourquoi vous dites ça? C'est la première violence c'est le premier jour de campagne, c'est la première violence qui est enregistrée. Je dirais pas en fait ils ont commencé, mais en fait aujourd'hui qu'est-ce qui est noté? C'est-à-dire on attend le parti PASTEF sur son terrain, entre guillemets. C'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres, c'est relaté et c'est le discours que portent presque tous les autres membres de l'opposition. Donc, c'est-à-dire il ne faut pas répondre à la provocation. Alors, c'est propos contre propos quand même, hein, parce que rappelons-le, selon Abass Fall, qu'on a écouté, son convoi a aussi fait l'objet d'une violente attaque et que plusieurs de ses militants ont été blessés, certains sont hospitalisés, étant victimes d'une violence inouïe. Donc, ces deux camps qui s'accusent mutuellement. C'est important aussi de le préciser, Abdou Fattah Fall. Comme je disais tout à l'heure, cela fait partie des stratégies de certains groupes d'agir
dire ainsi, Oui. parce que ça leur sert. En fait, c'est très simple. Pendant une campagne électorale, on vous demande de porter un discours politique, Oui. un discours qui peut vous permettre d'acquérir des voix. Alors, il y a la force des arguments et l'argument de la force. Quand vous n'avez pas d'argument valable, mais vous créez une situation qui vous permet de faire de telle sorte qu'on ne vous demande pas de programme. Oui. Ça, c'est le jeu des gens qui font l'apologie de la violence. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué au niveau de l'élément de Barthélémy Diaz. Oui. Barthélémy Diaz, excusez-moi. Oui. En fait, c'est très subtil. Oui. Mais Abbas Fall dit qu'ils ont été provoqués par des gens de Barth. Oui. Ok. Il répond qu'il y aura, c'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi, hein. Il dit lui-même, par force, il y aura vengeance. Non, il a dit qu'il n'y aura pas de vengeance. Non, je parle d'Abbas Fall. D'Abbas Fall. Abbas Fall, il a dit hier, ça c'est dans l'élément vidéo. Oui, mais il a regretté encore une fois ses propos. Mais en fait, je suis en train de vous montrer quelque chose. Oui. Il a dit, il y aura violence. Armez-vous. Tout de suite après, Barth ressort pour dire, de toute façon, nous ne sommes pas dans le champ de la violence, nous ne sommes pas sur le terrain de la violence. Est-ce que vous voyez, En fait, cela ressemble à une provocation et dès que l'autre répond, il sort. Oui. Ouais. Et ça, c'est politique, ce sont des stratégies politiques. C'est des jeux de Maintenant, oui, le souci, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens qui ont lutté pour incarner l'État aujourd'hui, parce qu'Abbas fait partie du régime désormais, ils doivent se faire violence, prendre sur eux pour être au diapason de l'appareil qu'ils prétendent aujourd'hui diriger. Même si le terrain politique, le terrain politique reste le terrain politique aussi. Absolument. On va pas c'est pas des enfants de cœur non plus. C'est de la politique. C'est de la communication politique aussi. Oui, c'est de la communication politique, mais il ne faut pas tomber dans le piège que l'adversaire nous tend. Oui. Il faut quand même s'élever et aller au-delà de ses ambitions et être focus sur ses objectifs. Oui. Être focus sur ses objectifs, ne pas tomber dans le terrain de la violence, avoir la perception que cette violence vient de nous, même si on a été provoqué. C'est ça, en fait, ce qui élève, en fait, ce qui montre qu'on a une certaine maturité, c'est-à-dire pas une maturité politique, mais une maturité même pour diriger. Pour être à la tête de ce pays-là. Voilà, pour suivre ses pas. En fait, pour l'exemple d'Abbas, il se fait appeler Borom Dakar. Oui. Mais en fait, entre être le maire de Dakar et être député président de l'Assemblée nationale, c'est comme s'il y avait un petit rideau. Il est facile de franchir. Alors, nous sommes en campagne électorale, les gens inventent des slogans. Non, attendez. Voilà. Je vais attirer votre attention sur une chose. Oui. Vous vous rappelez, après juin 2023, c'est comme si le peuple était rentré chez lui à attendre calmement le 24 mars. Le 24 mars au matin, ils se sont levés. Comment ceux-là ont sanctionné comme ils voulaient et sont repartis s'asseoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'observateurs qui disent que le peuple aujourd'hui est au-delà de la pensée des hommes politiques. Absolument. Et en agissant ainsi, Abbas, il ne s'attire pas seulement de la sympathie de ces gens-là qui ne parlent pas, qui ne commandent pas, mais qui observent et qui votent. Précisons que des enquêtes sont diligentées. Ce sont des propos du ministère de la Justice. Des enquêtes sont diligentées pour situer les responsabilités sur ces faits de violence notés en début de campagne électorale. Et les Sénégalais, dans leur majorité, rejettent ces violences, suivant ce micro-trottoir réalisé par Habib Faye. On a déjà énormément de problèmes à gérer. Et en plus de tout ça, on veut nous imposer la violence. Vous avez vu la permanence qui a été brûlée hier? C'est très grave comme situation. Le président de la République a clairement dit qu'il souhaitait diriger le pays dans un climat de paix et de sécurité. Il doit alors parler à ses partisans. Nous voulons des élections apaisées. Rien ne vaut cette violence. Le Sénégal nous appartient tous. Nous vivons des moments de convivialité. Ces élections seront derrière nous un jour. Et ceux qui seront élus, nous serons avec eux pour les soutenir. Donc, vous nous dites Abbas Fall en tant que candidat. Le candidat du PASTEF, Abbas Fall, a fait une déclaration très grave. Il encourage la violence alors qu'il est un candidat investi qui aspire à représenter la population à l'Assemblée nationale. C'est honteux et malheureux de sa part. Les jeunes doivent être courageux et éviter d'être manipulés. Ceux qui les incitent à aller faire de la violence se croient être plus dupes qu'eux. Les leaders ne font que ce qui les arrange. C'est à la jeunesse de se réveiller et de faire en sorte qu'il y ait une paix durable dans ce pays. La justice doit faire son travail. Nous ne pouvons pas gérer tout ça tout seul. La justice doit faire son travail, pas de parti pris. Ceux qui ont commis des infractions doivent payer et aucune tolérance ne doit être faite
à leur faveur. C'est aux nouvelles autorités de ce pays d'assurer la sécurité des populations. Parce que nous ne voulons pas revivre les mêmes événements qu'avant leur arrivée. Alors, professeur Ndiaye, là, la violence a fait irruption dès le début de cette campagne, mais vous attendiez les candidats sur quel sujet, sur quel axe de programme? Sur la stabilité d'abord, parce qu'il faut dire comment on est dans une région actuellement très instable avec cette série de coups d'État et son lot. La fragilisation de notre communauté économique, la CEDEAO, et l'avenir du franc CFA, mais également les gros dossiers de corruption, le développement du Sénégal, mais également la cohésion nationale, puisqu'il faut le dire, de plus en plus, on voit des discours ethnicistes. Vous êtes inquiet à ce propos? Bien sûr. Bassirou Diomaye Faye a parlé justement de discours au relent communautaire. Oui, c'est pour ça que je suis inquiète, parce que si le président le pose, c'est parce que quand même c'est assez sérieux. Donc c'est quelque chose qui devait plutôt inquiéter tout le monde et rappeler encore une fois à la cohésion sociale, à la stabilité et nous réunir autour de l'essentiel, le développement durable, parce qu'il faut dire qu'il y a l'impact aujourd'hui du changement climatique. Absolument. On voit la crue et on va en parler justement et celle dans de un la instant Gambie avec qui menace. Et c'est des questions sur lesquelles on attendait vraiment ces candidats, pas sur la violence, pour éviter les vrais sujets. Oui, Abdou Fattah Fall, vous attendez les candidats sur les mêmes sujets, la cohésion nationale? Surtout ce point-là, parce qu'il y a une nécessité de réconcilier les Sénégalais. Parce qu'il ne faut pas oublier... On le dit depuis 2021. Mais c'est vrai. Vous savez, à un moment, on est passé à côté, mais à côté d'une guerre civile. Parce qu'il y avait deux camps carrément. Il y avait deux camps. Le camp du régime et tous les autres qui étaient décriés par le régime comme des terroristes. On est passé à côté, c'est Dieu qui aime le Sénégal particulièrement. Après ça, c'est une dette que l'on doit aux générations futures. Ça, c'est un. Deuxièmement, le discours de ces gens-là qui ont aujourd'hui l'appareil d'État entre leurs mains, ils l'ont résumé quand ils sont arrivés, en le renommant Djoub, Djoubal, Djoubanti. Mais en fait, quand on dit ça, c'est parce que derrière, c'était pas bien. Maintenant, puisqu'on est en train de demander une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, mais il faut que l'on dise un peu aux gens comment est-ce qu'on compte y arriver. Il y a une nécessité de réconcilier les cœurs, on l'a déjà dit. Il y a une nécessité de reddition des comptes, la tenue des finances publiques en elle-même. Il y a une nécessité de réévaluation de comment est-ce que les directions nationales, l'appareil d'État est géré. Ça, c'est du point de vue comportemental. Mais derrière aussi, il y a la nécessité de restaurer la justice. En quoi faisant? En faisant les comptes. En faisant les comptes, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, du sang a été versé, des violences ont été exercées. Alors, c'était légitime, c'était pas légitime. Il faut instaurer déjà un climat qui permette à ce que l'État, à travers le ministère de la Justice et la magistrature en général, puisse tirer les comptes, présenter carrément aux Sénégalais ce qui s'est passé, qui a fait quoi, et comment revenir sur de nouvelles bases pour travailler. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes en pays Nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde. Et comme on dit en Wolof, c'est Djam le Lefraï. Il faut qu'on en revienne à ça, il faut qu'on travaille à instaurer un tel climat qui pourra nous permettre de travailler et d'aller vers le développement auquel nous tendons. Et pour ça, le préalable, c'est avoir des élections apaisées et voir comment le champ politique va se redessiner pour que les choses soient beaucoup plus claires. Si le régime actuel gagne ces élections, donc va avoir une majorité peut-être pour dérouler son programme. Sinon, comment vous voyez cette recomposition-là, professeur Ndiaye? Bon, que le régime gagne ou pas, en fait, moi, à mon humble avis, il faut que les députés sachent qu'ils sont investis par un parti, mais qu'ils représentent le peuple. Donc, pour une bonne marche de la démocratie, il faut former les futurs députés. Il faut un bon séminaire pour que les députés puissent comprendre leur mission et puissent également pouvoir au moins lire un budget, comprendre un budget, comment on vote et qu'est-ce qu'on vote et l'impact des lois qu'ils votent sur la démocratie et le développement de notre pays. Autre chose, l'éducation, il faut dire. Donc l'éducation est la base de tous, donc la formation, l'enseignement supérieur et la santé. Donc c'est des sujets qui nous préoccupent, qui font que normalement, ça devait être le cœur en fait de cette campagne électorale. Et autre chose, comme vous l'avez dit tantôt, même si
comme je l'ai dit tantôt, le parti au pouvoir n'a pas la majorité. J'espère que les députés auront la maturité de comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à bloquer le pays. Absolument. Parce que comme l'a dit M. Fata tantôt, nous sommes partie des pays les plus pauvres, mais en plus déjà, on a une dette qui aujourd'hui est estimée à plus que ce qu'on pensait. D'après les conclusions préliminaires et même la dernière visite du FMI en fait, parce que maintenant le FMI a non seulement confirmé, mais le FMI a fait de fortes recommandations. Donc pas plus tard qu'aujourd'hui. Non, ils ont même demandé de lever les subventions sur l'énergie. Et lorsqu'on lève les subventions sur l'énergie, tous les prix flambent. Ça c'est du classique. À chaque fois ils demandent. Donc du coup, l'arrêt des exonérations et la diminution des subventions non ciblées. Est-ce que le gouvernement aura les coudes assez franches pour bien négocier? Parce qu'il y a une situation économique qu'on nous a décrite et cette situation n'est pas en faveur, parce que lorsqu'on part en négociation, il faut être dans une bonne posture. Lorsqu'on est dans une mauvaise posture, on part empêcher quelque part, donc ça veut dire qu'on est obligé de revenir sur nos principes et nos valeurs pour pouvoir au moins sauver ce qui est possible. Mais tenant compte de tout cela, est-ce que finalement l'État ne s'est pas sabordé en rendant public ce rapport préliminaire? Bon, il y a deux aspects à considérer. Le premier, c'est peut-être solder des comptes politiques avant la campagne pour les législatives, marquer davantage dans l'imaginaire populaire que ce régime-là, on lui a tourné le dos avec les présidentielles, mais il faut le faire davantage avec les législatives. L'autre aspect maintenant, c'est quoi? Peut-être qu'en partant sur une situation réelle, on est sûr de négocier des conditions qui sont viables. Parce que cela est important. Si vous interrogez le discours d'Ousmane Sonko avant qu'il arrive à qu'il récupère l'État avec Bassirou Diomaye, mais c'était quoi? Ils n'étaient pas amis avec des institutions comme le FMI, etc. Ils avaient une autre idée de comment réunir le budget, etc. Mais aujourd'hui, qu'ils sont aux affaires, ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc la collaboration avec le FMI, elle est obligatoire. Du moins pour l'instant, ils ne peuvent pas faire sans. Alors, c'est dans leur intérêt, de mettre une situation qui, selon eux, est la véritable, de négocier sur cette situation-là pour être sûr de pouvoir accepter des conditions possibles, des conditions viables. Bon, c'était nécessaire, après ça va faire quoi? Il y a notre note qui est en train d'être dégradée par Moody's, etc. Mais après, ça ne change pas non plus. L'attractivité du Sénégal ne dépend pas de la beauté des dirigeants du Sénégal, mais des richesses du Sénégal. Alors qu'on nous classe à moins Z ou à moins A, ce qui est sûr, c'est que tant que les gens auront besoin de nous, ils viendront. Et nous, c'est à nous de vendre ce que nous avons et de faire de telle sorte que nous avons le meilleur profit. Mais la notation de ces agences est scrutée aussi. Absolument. Mais vous savez, s'il n'y avait rien, ils ne viendraient pas. Absolument. Donc nous avons quelque chose. Sur cette base, il faut juste négocier. Il s'agit de négociation comme dit madame. Ça c'était important de l'aborder, le volet économique. Et en tout cas, dans les territoires, la campagne bat son plein. On va aller à Ziguinchor, regarder les forces en présence avec ce reportage de Boubacar Diassi. Pour le compte des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain, 5 députés devraient être choisis par les 308 260 électeurs de la région de Ziguinchor à partir des listes départementales, soit 2 dans le département de Bignona, 2 dans le département de Ziguinchor et 1 dans celui de Souy. Parmi les 41 listes en compétition au niveau national, certaines sont présentes dans les départements de Souy, de Ziguinchor et de Bignona. C'est ainsi que dans le département de Bignona, qui compte 140 315 électeurs pour 340 bureaux de vote, les forces en compétition forment entre autres la liste PASTEF, la liste Jàmm ak Njariñ, la liste Takku Wallu Sénégal, la liste Sàmm Sa Kàddu, mais aussi la liste And Beesal Sénégal. Le département de Ziguinchor, qui compte 134 669 électeurs répartis dans 278 bureaux de vote, est visiblement plus convoité au regard du nombre de listes en compétition. Nous y avons entre autres la liste PASTEF, la liste Jëf Jël, celle Takku Wallu Sénégal, Jàmm ak Njariñ, mais aussi Gox Yu Bees. Dans le département de Souy, qui compte 33 287 électeurs répartis dans 79 bureaux de vote, les forces en présence sont le PASTEF, And Beesal Sénégal, Jàmm ak Njariñ, Takku Wallu Sénégal,
And Liggéey Sénégal, Xaali Yoon, Buntu Bi, mais aussi la liste des artisans. Il faut dire qu'au total, 697 bureaux de vote sont disséminés dans la région de Ziguinchor. Merci beaucoup Boubacar Diassi. Et dans le sud du Sénégal, dans le nord également, le parti PASTEF a enregistré un ralliement de taille, maître Malick Sall. À Matam, les candidats de PASTEF ont lancé la campagne électorale dans ce département. Écoutons Cheikh Oumar Bass, tête de liste PASTEF Matam avec notre équipe. Bon, on a décidé aujourd'hui d'organiser un mouvement d'humour pour contester la situation difficile. Après Thiès, l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile s'installe à Dakar. Le ministre des Transports aériens C'est la première apparition en public des candidats de PASTEF. Les responsables des différentes formations politiques qui soutiennent la liste conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko sonnent la grande mobilisation vers les législatives du 17 novembre prochain. En Assemblée générale à Ourossogui, Cheikh Omar Bass, la tête de liste départementale de PASTEF, se réjouit du ralliement d'anciens dignitaires de l'APR. di sargal ñu waa département Matam di sargal suñu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ak xel bu dal la ñuy dooree campagne bi te nag fi mu ne askanu Matam comprendre nañu projet bi nga xam ni premier ministre Ousmane Sonko moo ngi ko yàgg diggee te nag tey ñi nga xam ni ñoo jóge APR ku mel ne maître Malick Sall Abdoulaye Sall ak Amadou Kane ak ñoom Djibi Sy ñoom ñëpp tey ñëw fekk si ñu leer na yàlla ni ñun am nañu chance ci élection bi ngir gagné ko. cadre yi nekk Matam bi yëpp ñëw nañ. Avec les nombreuses défections d'anciens grosses pontes du parti de Macky Sall, les responsables de PASTEF à Matam, plus que jamais sûrs de la victoire au soir du 17 novembre. Bien sûr que les chances sont intactes pour gagner le département. L'autre camp d'en face est déjà envolé. Donc il y a eu nous accueillons tout le monde à bras ouverts. Ils sont maintenant conscients du projet. Les populations savent qu'en 12 ans, on les a bernés. Vous voyez par rapport aux inondations sur le Dané-Mayo. Il n'y a même pas de route pour y parvenir des vivres et des secours. Cela démontre déjà que le Fouta a définitivement tourné le dos à l'ancien régime. Le parti du Premier ministre Ousmane Sonko qui s'enrichit et se fortifie avec l'arrivée des anciens ministres Malick et Abdoulaye Sall, de l'ancien maire de Ogo Amadou Kane Diallo et celle de Djibi Sy de Oréfondé dont on attend les premiers actes posés sur le terrain. Merci Ali. Donc la campagne qui se passe également dans les régions. Professeur Adjaratou Haïdara Ndiaye, un mot sur la transhumance. Le débat a refait surface dernièrement. Est-ce que le ralliement, je le disais, de Maître Malick Sall et d'autres candidats, d'autres militants de l'APR entre dans le cadre du Jubal Jubanti selon vous? Bon, je dirais en fait que ça montre quelque part que ça pose problème parce que le problème se pose au sein même du PASTEF, du parti PASTEF. Et le Jubal donc appelle à l'éthique, aux valeurs et à la déontologie. Et le parti avait annoncé qu'il ne tolérerait pas la transhumance. Et je pense qu'il y a la réalité politique au fond qui les rattrape quelque part. Après, le noyau PASTEF rejette. C'est le noyau PASTEF qui rejette. Le noyau PASTEF rejette la transhumance, c'est important. Non, aujourd'hui, c'est les militants qui rejettent. Oui. Mais les négociateurs, c'est le noyau en fait, ce sont les cerveaux du PASTEF. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui en fait, quand même, c'est bien quand même parce qu'une démocratie quand même, on a besoin de sentir que les citoyens sont libres et qu'ils désapprouvent lorsqu'ils sentent que quelque part on va à l'encontre de leurs intérêts. Donc le parti PASTEF a toujours dénoncé la transhumance. Pas dire qu'il ne peut pas y avoir de transhumance, mais quand même il faut une certaine éthique, une certaine déontologie dans la transhumance. Et je pense que c'est ce qui est critiqué aujourd'hui par la base. Oui, et pour construire une majorité, c'est la loi du plus grand nombre. Est-ce que le PASTEF est rattrapé par la réelle politique? C'est exactement ce que j'allais dire, parce que par rapport à l'attente, des attentes qui ont été suscitées, par rapport aux ruptures que l'on a annoncées, PASTEF ne peut pas faire l'économie d'être majoritaire. Mais majoritaire de loin, quoi. Et ça passe par quoi? C'est un peu, les 50% de Bassirou Diomaye au présidentiel sont un peu équivoques. Parce qu'il y a une grande part... 54%? Oui, assez équivoque. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire dans ces 54% qui est de PASTEF, qui est sympathisant de l'idéologie PASTEF et qui a voté Diomaye
pour sauvegarder l'essentiel. Oui. Vous savez, et ces gens-là, aujourd'hui, ils peuvent être tentés si ils voient des gens qui leur ont toujours été sympathiques sur d'autres listes, de leur donner un peu de poste pour aspirer à une assemblée plus ou moins équilibrée. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la réelle politique qui rattrape un peu tout le monde. Oui. Et n'oubliez pas, il y a tous les slogans, mais Pastef nous a déjà montré qu'au jeu de la politique politicienne, ils sont présents. Oui. Vous vous rappelez, il y aura DPG, il n'y aura pas DPG, mais c'est politiquement qu'ils l'ont réglé. Oui. Ça, c'est de la politique politicienne. Ça veut dire quoi? On ne va pas réinventer la roue. La politique, c'est voilà, vous savez, des coups bas. Vous savez des tactiques. Oui, en fait, c'est de la tactique. Oui. Quand il ne vous reste qu'une seule solution, vous l'appliquez et vous passez à autre chose. Oui. Et j'attire l'attention des gens sur une chose. Mis à part les municipales, d'ici 4 ans au moins, il n'y aura plus d'élections au Sénégal. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment ou jamais d'exister, de se donner les moyens de réussir son programme ou de forcer à jamais. Alors aujourd'hui, les gens qui sont en train de rallier à tour de bras, demain, après-demain, dès que les résultats sortent, ils peuvent se retrouver à la porte. Est-ce à dire qu'en réalité, ces législatives sont même beaucoup plus importantes pour le PASTEF que la présidentielle? C'est vrai, c'était important de gagner la présidentielle, mais là, franchement, avec les législatives, c'est le levier justement législatif. Sinon, il n'y a pas de programme à dérouler. Il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Tout à fait. Le pouvoir du judiciaire, il est censé être autonome. Tout à fait. Donc normalement, comme il a dit tantôt, aujourd'hui, tous les politiciens, même ceux qui ont été dédits, ont intérêt à revivre ou bien à survivre. Donc aujourd'hui, après cette législative, c'est pour ça que j'ai pas compris l'absence en fait des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est des élections à la limite cruciales pour le pays. Parce qu'après ces élections, donc il y aura presque plus de politique politicienne, si on peut dire comme ça. Donc il faut appliquer maintenant sa politique et il faut après préparer les prochaines échéances. Les prochaines échéances, c'est dans 4 ans. C'est dans 4 ans. Merci beaucoup, professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye. Vous êtes directrice de l'ONG Partners West Africa Sénégal. Et merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Abdou Fattah Fall, analyste politique. On va parler dans un instant de la crue du fleuve Sénégal et la situation qui s'améliore petit à petit là-bas à Bakel, parce qu'il ne faut pas que l'actualité électorale occulte également cette actualité, ces difficultés que vivent ces populations. On en parle dans un instant avec le journaliste Ibrahima Kamara. Mais restons avec les appels à la paix. La plateforme nationale des femmes musulmanes a fait face à la presse pour parler du référentiel 2050 en rapport avec le capital humain. La plateforme appelle également à la paix. C'est un reportage de Fatou Bintou-Conté. Le reportage n'est pas en place. On va vous remercier, messieurs, dames, et parler de la situation à Air Sénégal. Le Sénégal est en train de travailler sur la restructuration de la compagnie Air Sénégal. Voilà tout cela avec Alassane Ba. Après Thiès, l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile s'installe à Dakar. Le ministre des Transports aériens, qui a présidé la cérémonie d'inauguration, a rappelé les ambitions du Sénégal de se positionner en hub aérien sous-régional. Il s'agit en tout cas de créer des porteurs de développement de demain. Et donc avoir une académie qui va former nos jeunes dans les métiers de l'aviation civile nous permettra d'asseoir en tout cas notre position aujourd'hui d'être un symbole africain à tout ce qui concerne le domaine aéronautique. Il s'agit, avec l'ouverture de ce campus, d'élargir l'offre de formation. L'État mise sur des ressources humaines de qualité pour atteindre ses objectifs et peu importe le coût. Ça a un coût, mais pour nous, compte tenu de l'impact que ça aura sur le développement de notre pays, on parlera moins de coûts et plus de retombées. Donc pour nous c'est important aujourd'hui et c'est une composante du hub aérien. Il y a la phase 3 qui sera développée au niveau de l'AIBD où on aura carrément un complexe, un campus qui va même viser l'international à l'image d'autres pays aujourd'hui qui ont beaucoup investi sur la formation. Et je dois vous dire que nous avons cette même vision-là pour les autres secteurs comme le routier et le ferroviaire. D'autres défis sont à relever pour positionner le Sénégal en hub aérien. Au-delà du capital humain, bien sûr, il y a
les infrastructures, et je pense que le directeur général de l'AIBD, qui est là ici présent, est en train de faire un excellent travail dans ce domaine. Nous avons des projets tels que le Émeraude, tels que l'extension de l'aérogare, entre autres, mais aussi nous sommes en train de travailler sur la restructuration de notre compagnie aérienne qui va être un des leviers forts de ce hub aérien-là. Donc, en mutualisant toutes ces forces-là, ça nous permettra naturellement de se positionner comme parmi, en tout cas, disons même dans le top 5 de l'Afrique. Selon la directrice générale de l'AIMAC, leur mission est de contribuer à faire du Sénégal une référence dans le domaine de la formation aux métiers de l'aviation civile et de l'aéronautique, tout en anticipant les besoins en compétences du secteur. Merci Alassane. Ibrahima Kamara, bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci d'être resté avec nous. Je le disais, il ne faut pas que la campagne électorale occulte les autres actualités, notamment la crue. Aujourd'hui, dans le département de Bakel, la situation s'améliore petit à petit, mais ce n'est pas gagné tout de même. Vous revenez de là-bas, racontez-nous la vie quotidienne. Comme vous l'avez dit, la situation s'améliore petit à petit. Le fleuve retrouve son lit naturel. Les populations sont en train de nettoyer, de désinfecter pour retrouver leurs concessions, leurs maisons. Mais la situation est très inquiétante, Chérif, parce que tout simplement, quand la crue recule, quand il n'y a plus d'eau, en amont, l'eau arrive avec des reptiles, avec des alligators, avec toutes sortes d'animaux qui vivent sous l'eau aussi. Et donc, puisque c'est une partie appelée la moyenne vallée, ils descendent avec l'eau. L'eau descend en cascade. Et cette eau qui a envahi les villages, ces gros villages qu'on peut appeler aussi de nouvelles villes, sont aujourd'hui sous cette menace, puisque le village de Balou, par exemple, qui compte plus de 8000 habitants, il y avait des magasins, des endroits où ils avaient stocké de l'engrais. De l'engrais avec des lurets, mais aussi des produits chimiques très toxiques. Donc ces produits chimiques se sont mélangés à l'eau, ils se sont dissous à l'eau. Et aujourd'hui, avec le recul, les populations sont en train d'inhaler cette odeur-là qui les empêche de respirer et qui pose des dégâts énormes. L'infirmier chef de poste de Balou, Sambassal, avait même alerté par rapport à des maladies qu'il a commencé à constater, à diagnostiquer au sein de cette population de Balou. Malheureusement, jusqu'au moment où on parle, l'État n'a pris aucune mesure pour parer à d'éventuelles conséquences par rapport à cette crue qui continue de faire ses dégâts. Les champs de mil, les champs de patates, les champs d'arachides ont tous été dévastés par cette crue qui, encore une fois, tarde à voir ses conclusions. C'est-à-dire, l'État devrait tirer les conséquences. Mais justement, parlant de l'État, on sait quand même en chiffres. On a parlé de 8 milliards, on a vu le déplacement du président de la République, il y a eu le comité interministériel dirigé par Jean-Baptiste Tine. Est-ce que vous avez senti la présence de l'État ? Alors, ces 8 milliards, on en a entendu parler. Mais lorsque j'ai interrogé le maire de Balou, M. Cherna Kamara, il m'a fait comprendre que lui aussi, il entend parler de ces 8 milliards à travers la presse. Mais il ne sait même pas quelle est la part. Naturellement, ce n'est pas quelque chose qu'on va lui remettre. Mais oui, bien sûr. En tout cas, en termes de prise en charge, est-ce que vous avez senti la présence de l'État ? Justement, mais il serait important aussi en amont d'impliquer le maire en tant qu'élu local dans le processus de donation de ces 8 milliards. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous prenez un village comme Koungani, à qui on a donné 8 tonnes de riz. Koungani qui fait 9000 habitants. Mais chaque maison n'a même pas eu un sac de riz, Chérif. Quand ils ont distribué l'huile, dans chaque concession, ils se sont retrouvés avec 3 litres d'huile. Alors que ce sont de grandes concessions. Et on connaît justement la solidarité des Soninké qui vivent en communauté dans de très grandes maisons. Mais nous avons heureusement une organisation socioculturelle très solide, très très performante, qui nous a permis de faire face à cette situation. N'eût été cette organisation socioculturelle des Soninké, on aurait vécu le pire. Alors, question pratique, Ibrahima Kamara, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Les populations ont besoin de quoi pour retrouver un semblant de vie normale? Aujourd'hui, les populations ont besoin de désinfection parce que ce sont des moyens que les populations eux-mêmes n'ont pas. Désinfecter de l'urée, de l'engrais, des produits chimiques, ce n'est pas donné. Et les populations ont besoin de sécurité. C'est-à-dire, quand je parle de sécurité, il y a des maisons qui sont tombées. Et ces maisons doivent être reconstruites. Et ce n'est pas un sac de riz ou 3 litres d'huile qui vont soulager cette personne
qui dort à la belle étoile. Absolument. Et ils ont aussi besoin de routes bitumées. Il faut désenclaver cette partie du Sénégal oriental, Chérif. De Gandé à Bakel, en passant par Moudéri, Diawara, Yelingara, Manayel, Tiabou, Bakel, ils ont besoin de routes bitumées. De Balou, en passant par Yafera, Arundu, Koungani, Golmi, jusqu'à Bema, ils ont besoin de routes bitumées. C'est juste 60 km. S'ils ont ça, ça suffit largement. Et le reste, ce sont des populations qui ne demandent absolument rien. Et il faut que l'État aussi laisse à Koungani ces terres qui sont en train d'octroyer à d'autres personnes à qui ces terres n'appartiennent pas. Ça peut créer des relents ethniques très dangereux. C'est très problématique. Voilà. Merci beaucoup Ibrahima Kamara. Je vous en prie, Chérif. Et bon courage. Et on pense naturellement à ces compatriotes qui vivent le martyre actuellement dans ces eaux du côté de Bakel et dans d'autres localités. De Mankané, à Verman, à Goumal, dans le département de Kanel, mais c'est toujours sur le long de la vallée du Sénégal. Merci beaucoup Ibrahima. Un mot de sport à présent. Le Sénégal est de retour de la 21e édition des championnats d'Afrique de boxe tenus du 18 au 26 octobre en République démocratique du Congo avec une médaille d'or récoltée, un triomphe, nous dit Cher Sadibou Diarra. 7 médailles sur 12 possibles, dont une en or, la fin d'une malédiction et des premières pour l'équipe nationale de boxe du Sénégal. De retour du 21e championnat d'Afrique de la discipline tenu en République démocratique du Congo. Le Sénégal est revenu avec 7 médailles. Une médaille en or qui était absente depuis 26 ans. 2 en argent. Et j'en reviens sur un petit détail sur la médaille d'argent qui est à Osirmbaye, sur la catégorie de 66 grammes, qui est la première fille au Sénégal qui remporte une médaille d'argent. Ça sera écrit dans l'histoire du Sénégal. 4 médailles de bronze. Autre chose aussi, vous devez savoir que c'est la première fois que le Sénégal occupe la 3e place africaine sur l'histoire de la boxe sénégalaise. Ça aussi, c'est à écrire sur les annales de la boxe sénégalaise. La médaille d'or continentale, la fin d'une longue et difficile attente. On apprend de ses défaites, j'ai appris et je suis revenu avec une vengeance. Et voilà, maintenant j'ai débloqué cette malédiction du père de Papso. Et espérons que je puisse le dépasser et que d'autres membres de l'équipe puissent le dépasser aussi, au nom du Sénégal. Un véritable renouveau avec l'espoir de le pérenniser. Cette médaille d'or est le fruit d'un travail acharné, d'une détermination sans faille et l'accompagnement de la fédération en termes de préparation, en termes de regroupement, en termes de besoins, nous place de nouveau notre pays sur la carte mondiale de la boxe, renforçant notre réputation et ouvrant des opportunités pour nos athlètes à l'échelle internationale. Au testeur, les prochains championnats d'Afrique et les mondiaux en novembre 2025. Je crois que, comme les boxeurs l'ont dit, ils ont envie d'aller faire mieux l'année prochaine. Et pour moi, les championnats du monde seront une préparation tout simplement pour justement se préparer pour les championnats d'Afrique qui viennent. On veut vraiment récupérer plus de médailles d'or et devenir la première place devant le Maroc ou le pays. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition. Restez en compagnie de nos programmes sur TFM. Vous êtes au bon endroit, bonne soirée.